Au dîner, mes parents m'ont humilié parce que je ne possédais pas un pantouse comme ma sœur. Ils ont tous ri, jusqu'à ce que je révèle qu'elle me le loue depuis des années. La table est tombée dans le silence. Mes parents se sont figés, et le sourire de ma sœur a disparu instantanément. Les flûtes de champagne captaient la lueur des bougies alors que mes parents les levaient haut, portant un toast à une autre réussite de Laura. J'étais assise en face d'elle à la table en acajou de leur domaine, regardant le sourire parfait de ma sœur aînée s'élargir à chaque compliment qu'on lui lançait. La salle à manger privée qu'ils avaient réservée au Grand Hoc était exactement le genre d'endroit où ma famille aimait célébrer les succès de Laura, ce qui semblait arriver tous les 2 mois. « À Laura », annonça mon père, sa voix résonnant à travers la table, pour avoir conclu le compte Westfield. 30 millions de dollars, ma fille brillante. Tout le monde a trinqué. Mon beau-frère, James, rayonnait aux côtés de Laura, sa main posée de manière possessive sur le dossier de sa chaise. Ma mère s'essuyait les yeux avec une serviette en soie, submergée par la fierté. J'ai levé mon verre et pris une gorgée, les bulles ressemblant à de minuscules aiguilles contre ma langue. « Merci, papa », dit Laura, sa voix dégoulinant de fausse modestie. C'était un défi, mais tu sais, je ne recule jamais devant un défi. Ma mère tendit la main à travers la table et serra celle de Laura. Tu as toujours été si motivée, ma chérie, si concentrée. Nous sommes incroyablement fiers de toi. La déclaration resta suspendue dans l'air comme de la fumée. La comparaison tacite n'avait pas besoin d'être exprimée. J'avais 32 ans, 2 ans de moins que Laura, et selon les critères de réussite de ma famille, je n'avais rien à montrer. Pas de carrière prestigieuse dans un grand cabinet, pas de mari riche, pas de pantouse immense dans le quartier le plus exclusif de la ville. « Olivia », dit mon père, tournant son attention vers moi pour la première fois de la soirée. « Comment va la librairie ?» La façon dont il a dit « librairie » donnait l'impression que je tenais un stand de limonade. Je possédais 3 librairies indépendantes à travers la ville, chacune soigneusement organisée et rentable. Mais pour mon père, tout ce qui n'était pas du droit des affaires ou de la banque d'investissement ne valait pas la peine d'être mentionné. « Les affaires vont bien », répondis-je calmement. Nous agrandissons notre collection de livres rares, et le café de l'emplacement du centre-ville vient de gagner un prix pour. C'est bien, m'interrompit-il, perdant déjà tout intérêt. Son regard retourna vers Laura. En parlant du centre-ville, comment va ce pantouse? Toujours le joyau de la tour Morrison? Les yeux de Laura brillèrent. Oh, c'est merveilleux. Nous venons de faire refaire le salon par l'architecte d'intérieur. Marbre italien, meubles sur mesure de Suisse. La vue à elle seule vaut chaque centime. Chaque centime, répéta ma mère en soupirant avec nostalgie. Je le dis à tout le monde. Ma fille vit dans l'immeuble le plus recherché de toute la ville. Savez-vous que la liste d'attente pour la tour Morrison est de 3 ans? 5 ans, corrigea Laura avec suffisance. Ils l'ont mise à jour le mois dernier. James hocha la tête, jouant parfaitement son rôle de soutien. Nous avons eu beaucoup de chance d'entrer quand nous l'avons fait. Au bon endroit, au bon moment. Le regard de ma mère dériva vers moi, et je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. La comparaison arrivait. Je me suis préparé. Olivia, où vis-tu ces jours-ci? Toujours dans ce petit appartement à Riverside? Le nom du quartier sortit comme une insulte. Riverside n'était ni à la mode, ni branché. C'était un quartier calme, avec des rues bordées d'arbres et des familles qui y vivaient depuis des générations. Mon appartement était un loft rénové au-dessus de l'une de mes librairies, spacieux et rempli de lumière, mais ce n'était pas un symbole de statut social. Oui, dis-je simplement. Toujours en location, je suppose, demanda mon père, coupant son steak avec plus de force que nécessaire. Je suis propriétaire de l'immeuble, en fait. Ma mère agita la main avec dédain. L'immeuble avec une librairie? Oui, mais tu vis au-dessus d'une boutique, ma chérie. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de posséder un bien immobilier. Laura se pencha en avant, son sourire s'aiguisant. Maman a raison. Je veux dire, c'est génial que tu aies ta petite entreprise, mais vivre au-dessus. C'est comme ne jamais quitter le travail. James et moi avons une séparation complète entre nos vies professionnelles et personnelles. Quand nous rentrons à la tour Morrison, nous laissons tout le stress derrière nous. Le pantouse est notre sanctuaire, ajouta James, parfaitement synchrone. Mon père remplit à nouveau son verre de vin, en étant déjà à son 3e de la soirée. Tu sais, Olivia,
Si tu avais fait des études de droit comme nous te l'avions suggéré, tu aurais pu avoir une carrière comme celle de Laura. Tu aurais les moyens de t'offrir mieux qu'un studio dans un quartier de seconde zone. C'est un loft, corrigez-je doucement. 2 chambres, 2 salles de bain, 150 mètres carrés. Quand même, dit ma mère sur un ton apitoyé. Ce n'est pas la tour Morrison. Le serveur arriva avec le plat suivant, me donnant un répit momentané. Alors que les assiettes de bar étaient distribuées autour de la table, je remarquai que Laura chuchotait quelque chose à James. Ils me regardèrent tous les deux et rirent doucement. Ma mère se joignit à eux sans même savoir ce qui était drôle. Quoi? Demandai-je, ma voix plus sèche que je ne le voulais. Rien, dit Laura innocemment. Je disais juste à James comment tu jouais à l'agent immobilier quand nous étions enfants. Tu te souviens? Tu dessinais des petits plans d'étage et tu faisais semblant de vendre des maisons. C'est mignon que tu aies toujours cet esprit d'entreprise, même si ce ne sont que des librairies. La condescendance était suffocante. Mon père gloussa en secouant la tête. Elle passait des heures avec ses dessins. Nous pensions qu'elle deviendrait architecte ou promoteur. Au lieu de cela, elle vend des livres de poche. Des livres reliés aussi, dis-je platement. Ma mère tapota ma main dans ce qu'elle pensait probablement être un geste réconfortant. Il n'y a aucune honte à avoir une vie modeste, ma chérie. Tout le monde ne peut pas être exceptionnel. Certaines personnes sont faites pour vivre simplement. Laura leva son verre à nouveau. Aux vies modestes et aux plaisirs simples. James et mes parents se joignirent au toast, leur rire résonnant sur les murs. Je n'ai pas levé mon verre. Quelque chose s'est brisé en moi. Des années à être ignorées, traitées avec condescendance et comparées défavorablement à ma sœur se cristallisèrent en un seul moment de clarté absolue. J'avais fini d'être silencieuse. J'avais fini d'être la déception de la famille. En fait, dis-je, ma voix coupant leur amusement. Je dois vous dire quelque chose à propos du pantouse de Laura. Les rires cessèrent. Les yeux de Laura se plissèrent légèrement, mais son sourire resta figé. Quoi donc? Je soutins son regard directement. Tu ne le possèdes pas, le silence qui suivit fut profond. Mon père posa sa fourchette. La main de ma mère se figea à mi-chemin vers son verre de vin. James avait l'air confus, regardant tour à tour Laura et moi. La salle à manger privée sembla soudain plus petite, les murs se refermant sur nous. Bien sûr que nous le possédons, dit Laura, la voix tendue. Nous l'avons acheté il y a 4 ans. Non, dis-je calmement. Tu me le loues depuis 4 ans. Ma mère rit nerveusement. Olivia, de quoi parles-tu? J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, tournant l'écran vers la table. Je reçois des paiements de loyer mensuels de 12 000 $ de la part de Laura et James depuis 48 mois. Cela fait un total de 576 000 $, sans compter le dépôt de garantie. Le bail que nous avons signé fin 2019 est toujours actif. Mon père se pencha en avant, le visage rougissant. C'est ridicule. Laura, dis-lui qu'elle a tort. Mais Laura ne disait rien. La couleur avait quitté son visage. James la fixait avec une expression d'horreur naissante. Vous pouvez le vérifier facilement, continuai-je, en affichant les registres de propriété sur mon téléphone. Tour Morrison, unité 4802. Propriétaire enregistré, Olivia Catherine Bennett. Acheté en 2019 pour 2,3 millions de $. Valeur estimée actuelle, 3,1 millions. Je fis glisser mon téléphone sur la table vers mon père. Il le ramassa avec des mains tremblantes, ses yeux scannant l'écran. Ma mère se pencha par-dessus son épaule, lisant les mêmes informations. La vérité était là, noir sur blanc, irréfutable et documentée. Ce n'est pas possible, chuchota ma mère. C'est tout à fait exact, dis-je. J'ai acheté le pantouse avec l'argent que j'économisais et investissais depuis mes 23 ans. Mes librairies étaient déjà rentables, et j'avais fait des investissements judicieux dans l'immobilier et les actions technologiques. Quand la tour Morrison a ouvert, j'ai acheté 3 unités, le pantouse, un 2 pièces au 15e étage et un studio au 8e. Je les loue tous. Laura trouva enfin sa voix. Tu mens. Je la regardai fixement. Appelle la gestion de l'immeuble. Demande-leur qui possède ton unité. Demande-leur où ils envoient les documents fiscaux annuels. Demande-leur qui a approuvé ta demande de repeindre la chambre l'année dernière. James se tourna vers Laura, la voix tendue. Est-ce vrai?
Avons-nous été locataires tout ce temps? Je paie la moitié de ce que je pensais être une hypothèque depuis 4 ans. Nous pouvons en discuter plus tard, siffla Laura. Non, dit mon père, la voix dure. Nous allons en discuter maintenant. Laura, nous as-tu dit que tu possédais ce pantouse alors que tu le louais, exigea mon père. Le calme parfait de Laura se fissura. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, dis-je. Il y a 4 ans, tu es venu me voir en privé. Tu as dit que tu voulais vivre à la Tour Morrison mais que tu ne pouvais pas te permettre d'acheter. Tu m'as supplié de ne rien dire à maman et papa parce que tu ne voulais pas qu'ils sachent que tu ne pouvais pas te l'offrir seul. Tu m'as demandé de te louer le pantouse et tu as promis que tu finirais par me l'acheter quand tes finances s'amélioreraient. Ma mère haleta. Laura, tu nous as dit que tu l'avais acheté avec ta prime à la signature du cabinet. Elle a bien reçu une prime à la signature, dis-je. 75 000 $. Le pantouse valait 2,3 millions. Le calcul ne tient pas, James recula de la table, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Tu m'as dit que tes parents avaient aidé pour l'apport. Tu as dit que nous étions propriétaires. Nous pourrions tout aussi bien être propriétaires, dit Laura désespérément. Nous payons pour ça depuis 4 ans. Vous payez un loyer, corrigez-je, ce qui n'est pas la même chose que de payer une hypothèque. On ne construit pas de capital avec un loyer. Tu n'es pas la propriétaire légale. Tu es une locataire. Le visage de mon père était passé du rouge au violet. As-tu une idée du nombre de personnes à qui nous avons parlé de ton pantouse? Mes collègues, nos amis, tout le monde au club. Je me vante depuis des années que ma fille possède un pantouse à la Tour Morrison. Je possède un pantouse à la Tour Morrison, claqua Laura. Il se trouve juste qu'il appartient techniquement à Olivia. Techniquement? La voix de ma mère monta en un cri perçant. Soit tu possèdes quelque chose, soit tu ne le possèdes pas. Les autres convives du restaurant commençaient à remarquer notre table. Un gérant apparut au bord de la salle à manger privée, l'inquiétude écrite sur son visage. Mon père le renvoya d'un geste colérique. Pourquoi ne nous as-tu pas simplement dit la vérité? Demanda ma mère à Laura, la voix brisée. Il n'y a pas de honte à louer. N'est-ce pas? Répliqua Laura. Vous venez de passer tout le dîner à vous moquer d'Olivia parce qu'elle vit dans un appartement en location. Sauf qu'elle ne loue même pas. Elle possède plusieurs propriétés alors que je fais semblant d'être ce que je ne suis pas. L'aveu resta suspendu dans l'air comme une confession. James se leva, jetant sa serviette sur son assiette. J'ai besoin d'air. Il sortit de la salle à manger sans se retourner. James. L'appela Laura, mais il ne s'arrêta pas. Elle se tourna vers moi, ses yeux flamboyants de fureur et d'humiliation. Tu as fait ça exprès. Tu as attendu le moment parfait pour m'embarrasser. Tu t'es embarrassé toi-même, répondis-je. J'ai juste rétabli la vérité. Si tu avais été honnête dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Ma mère pleurait maintenant, son maquillage soigneusement appliqué coulant sur ses joues. Comment as-tu pu nous mentir pendant 4 ans? Chaque fête? Chaque réunion de famille, tu nous as laissé croire quelque chose qui n'était pas vrai. Parce que je savais que ça arriverait, cria Laura. Je savais que vous me regarderiez différemment si vous saviez que je n'avais pas réussi par moi-même. Je savais que je deviendrais la déception au lieu de l'enfant prodige. Mon père se leva brusquement. Nous devons rentrer maintenant. Ce dîner est terminé. Il jeta plusieurs billets de 100 sur la table sans les compter et se précipita vers la sortie. Ma mère suivit, pleurant toujours. Laura attrapa son sac et son manteau, me lançant un regard de purée avant de se dépêcher de les suivre. Je suis resté assise seule à la table, entouré de plats à moitié mangés et de flûtes de champagne abandonnées. Le poids de ce qui venait de se passer s'installa sur moi comme une lourde couverture. Une partie de moi voulait se sentir coupable, courir après eux et tout retirer. Mais une autre partie, celle qui absorbait silencieusement leurs critiques depuis des années, ne ressentait que du soulagement. La vérité était enfin là, exposée sous la lumière du lustre d'un restaurant coûteux, et il n'y avait pas de retour en arrière. Un serveur s'approcha timidement. « Mademoiselle, puis-je vous apporter autre chose ?»« Juste l'addition, dis-je doucement. Et peut-être un verre d'eau. » Il hocha la tête et disparut. Je regardais à nouveau mon téléphone, faisant défiler les registres de propriété que j'avais affichés. Tour Morrison unité 4802. Mon nom sur chaque document légal. La preuve avait toujours été là,
attendant juste le bon moment pour faire surface ou peut-être le mauvais moment, selon la façon dont on voyait les choses. Mon téléphone vibrait continuellement avec des messages entrants. J'ai ouvert le fil de discussion de Laura en premier. Au-delà de son accusation initiale, elle avait envoyé une douzaine d'autres textos. « Tu n'as aucun droit de m'humilier comme ça. James ne veut même plus me regarder. As-tu une idée de ce que tu as fait à mon mariage ? Maman fait une crise de panique dans la voiture. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. » Chaque message dégoulinait de désespoir et de fureur. Je passais au message de ma mère, qui était plus contrôlée, mais tout aussi angoissée. La tension artérielle de ton père est dangereusement élevée. J'espère que tu es satisfaite. Nous devons en discuter en famille, en privé. Comment as-tu pu tendre une embuscade à ta sœur comme ça ? Appelle-moi quand tu seras prête à agir comme une adulte. Mon père n'avait pas envoyé de texto. Ce n'était pas son genre. Quand il était en colère, il préférait livrer sa déception en personne, avec tout le poids de sa présence derrière chaque mot. J'allais avoir de ces nouvelles bien assez tôt. Le serveur revint avec mon eau et l'addition. Je payais avec ma carte de crédit, la même que j'utilisais pour toutes mes dépenses professionnelles, la même qui couvrait les paiements hypothécaires de 3 propriétés à la Tour Morrison, de 2 espaces commerciaux qui abritaient mes librairies, et de l'entrepôt rénové que j'avais récemment acheté avec le projet d'ouvrir un 4e emplacement. Mon portefeuille était vaste, soigneusement construit sur près d'une décennie de planification stratégique et d'économie disciplinée. Chaque propriété que je possédais avait été choisie stratégiquement, recherchée minutieusement, achetée au bon moment sur le marché. J'avais commencé petit, avec un modeste héritage de ma grand-mère que mes parents avaient jugé insignifiant, $20 000. Ils avaient suggéré que je l'utilise pour un apport sur une berline raisonnable. Au lieu de cela, je l'avais investi dans ma première librairie, une boutique en faillite dans un quartier négligé qui commençait tout juste à montrer des signes de gentrification. J'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'université avec un diplôme en littérature anglaise que mes parents avaient à peine toléré. Ils voulaient que je fasse du droit. Laura avait fait du droit. Pourquoi ne pouvais-je pas être plus comme Laura ? L'ironie ne m'échappait pas maintenant. Cette première librairie avait été mon laboratoire. J'avais travaillé 16 heures par jour, apprenant tout sur la gestion des stocks de détail, le service client et la création de communautés. J'avais organisé des lectures d'auteurs le soir, créé un programme de fidélité, établi des partenariats avec les écoles locales et les clubs de lecture. En moins de 2 ans, la boutique était rentable. En 3 ans, j'avais économisé assez pour un apport sur l'immeuble lui-même. Mes parents n'avaient jamais demandé les détails. Ils avaient assisté à la grande réouverture une fois, étaient restés 20 minutes, avaient fait des commentaires polis, et étaient partis tôt pour assister à une collecte de fonds pour le cabinet d'avocats de Laura. Ma mère avait suggéré que la librairie était charmante sur ce ton que les gens utilisent quand ils veulent dire pittoresque mais finalement insignifiant. La deuxième librairie était arrivée 3 ans plus tard dans un quartier artistique branché qui attirait les jeunes professionnels. Celle-ci avait un café attenant, servant du café artisanal et des pâtisseries locales. C'est devenu un lieu de rassemblement, un centre communautaire. Les marges bénéficiaires étaient meilleures que celles du premier emplacement. J'avais engagé un gérant pour la boutique d'origine et je partageais mon temps entre les deux. À ce moment-là, j'avais commencé à investir plus sérieusement dans l'immobilier. L'argent des librairies était régulier, mais la vraie richesse venait de la plus-value immobilière. J'avais étudié le marché de manière obsessionnelle, lisant tout ce que je pouvais sur les modèles de développement urbain, la revitalisation des quartiers et les stratégies d'investissement. J'avais assisté à des séminaires, travaillé avec d'autres investisseurs, appris de leurs succès et de leurs échecs. Lorsque la Tour Morrison a été annoncée, j'ai tout de suite reconnu l'opportunité. Le bâtiment s'élevait dans un quartier en pleine transformation, soutenu par des promoteurs ayant un historique de projets réussis. Les prix de prévente étaient élevés, mais pas déraisonnables pour des investisseurs prêts à parier sur l'avenir du quartier. À ce stade, j'avais un capital substantiel dans mes propriétés et un flux de trésorerie important provenant des 2 librairies. J'avais fait les calculs, lancé les projections, consulté un conseiller financier spécialisé dans l'investissement immobilier. J'avais acheté 3 unités lors de la prévente en 2018. Le Penthouse, un 2 pièces au niveau intermédiaire et un petit studio. L'investissement total avait été important, m'obligeant à exploiter mes propriétés existantes et à structurer le financement avec soin. Mais les chiffres avaient du sens. Les revenus locatifs couvriraient les versements hypothécaires avec de la marge,
et les propriétés prendraient une valeur significative si le quartier se développait comme prévu. C'était le plus grand risque de ma vie. Mon conseiller financier m'avait mis en garde contre le surendettement, contre le fait de mettre trop d'œufs dans le même panier. Mais j'avais confiance en mes recherches et en mon instinct, et j'avais eu raison. La tour Morrison était devenue exactement ce que les promoteurs avaient promis, l'adresse la plus prestigieuse de la ville, avec une liste d'attente qui s'étendait sur des années. Laura était venue me voir 6 mois après l'ouverture de l'immeuble. Elle travaillait dans son cabinet depuis 1 an, gagnant un bon salaire, mais pas assez pour acheter sur le marché de la tour Morrison. Elle voulait le prestige, l'adresse, la capacité de dire aux gens qu'elle vivait là. Elle m'a supplié de lui louer le Penthouse, promettant que ce serait temporaire, jurant qu'elle finirait par avoir assez d'économies pour me l'acheter. J'avais accepté parce qu'elle était ma sœur. Parce que malgré tout, malgré les comparaisons constantes et les rabaissements subtils, je voulais toujours son approbation. Je pensais qu'en l'aidant, je comblerais le fossé entre nous, qu'elle me verrait comme une égale au lieu d'une version inférieure de ce qu'elle était devenue. Au lieu de cela, elle a transformé ma générosité en une arme contre moi. Chaque réunion de famille où elle s'était vantée de son Penthouse avait été une petite trahison. Chaque fois que mes parents avaient loué son succès tout en rejetant mes réalisations, elle était restée silencieuse, les laissant croire un mensonge qui l'élevait à mes dépens. Le serveur rapporta ma carte de crédit. Passez une bonne soirée, mademoiselle. Vous aussi, parvins-je à dire, bien que la soirée fût déjà irrécupérable. Je rassemblai mes affaires et traversai le restaurant, consciente des regards curieux des autres convives. Le drame de notre table n'avait pas été entièrement privé. Les gens avaient remarqué les voix élevées, le départ soudain. Laissez-les s'interroger. Laissez-les commérer. La vérité était sortie maintenant, et les commérages ne pouvaient pas me blesser. Dehors, l'air nocturne était frais contre mon visage rouge. J'avais pris un covoiturage pour aller au restaurant, ne voulant pas me soucier du stationnement ou de boire. Maintenant, je sortais mon téléphone pour demander une autre voiture. En attendant, je fis défiler d'autres messages. Ma tante Paula, la sœur de ma mère, avait d'une manière ou d'une autre déjà entendu parler du dîner. Ta mère vient de m'appeler en pleurs. Que s'est-il passé? Elle dit que toi et Laura vous êtes terriblement disputés. Une ancienne colocataire d'université qui était amie avec la sœur de James m'envoya ensuite un texto. Est-ce vrai pour l'appartement de Laura? Jessica vient de m'envoyer un truc dingue. La nouvelle se répandait plus vite que je ne l'avais prévu. D'ici demain, tout le cercle social de mes parents saurait que le Penthouse de Laura n'était pas le sien, qu'elle le louait à sa sœur cadette soi-disant ratée, que l'enfant prodige de la famille avait des pieds d'argile. Mon covoiturage arriva, une berline silencieuse avec un chauffeur qui, heureusement, n'essaya pas de faire la conversation. Je lui donnai l'adresse et m'appuyai contre le siège, fermant les yeux. L'adrénaline qui m'avait porté à travers la confrontation s'estompait, laissant l'épuisement dans son sillage. Mon téléphone sonna. Mon père. Je fixai son nom sur l'écran, le regardant sonner jusqu'à la messagerie vocale. Puis il sonna à nouveau immédiatement, et encore. Au 4e appel, je décrochai. Papa, à quoi pensais-tu? Sa voix était tendue, à peine contrôlée. Humilier ta sœur en public comme ça, détruire son mariage. C'est ça que tu voulais? Je voulais qu'on arrête de me traiter comme une ratée, dis-je doucement. Je voulais que vous arrêtiez tous d'agir comme si j'étais un cas social alors que j'ai mieux réussi que n'importe lequel d'entre vous ne l'a réalisé. Alors, tu as décidé de détruire Laura pour prouver quelque chose. Je n'ai pas détruit Laura. Elle s'est détruite elle-même en mentant pendant 4 ans. J'ai juste dit la vérité. La vérité? Il rit amèrement. Tu aurais pu nous le dire en privé. Tu aurais pu nous prendre à part après le dîner, nous montrer les documents, gérer ça avec un peu de dignité. Au lieu de cela, tu en as fait un spectacle. Comme vous avez tous fait de moi un spectacle pendant des années, répliquai-je. Chaque dîner, chaque fête, chaque événement familial. Les blagues sur mes petites librairies, les commentaires sur mon appartement, les comparaisons constantes avec la vie soi-disant supérieure de Laura. C'était bien, ça, n'est-ce pas? C'était juste la dynamique familiale. Silence à l'autre bout, puis plus calme. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Insistai-je. À quand remonte la dernière fois que tu as posé des questions sur mon entreprise avec un véritable intérêt? Quand as-tu reconnu pour la dernière fois que je pourrais réellement avoir du succès par moi-même?
Vous avez été tellement occupé à vénérer les réussites de Laura que vous n'avez jamais pris la peine de remarquer que j'en avais aussi. Nous avons remarqué, dit-il, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. Nous savions que tu t'en sortais bien. Ah bon, demandai-je. Parce que ce soir, c'était la première fois que l'un d'entre vous semblait réaliser que je possède des biens immobiliers. La première fois que vous compreniez que mes petites librairies sont en fait une entreprise florissante. Vous pensiez que je survivais à peine en vivant au-dessus de la boutique parce que je ne pouvais rien me permettre de mieux. Le silence s'étira entre nous. Je pouvais l'entendre respirer, je pouvais l'imaginer dans son bureau avec un verre de scotch, essayant de traiter cette nouvelle réalité où sa fille cadette décevante avait en fait plus de succès financier que son aîné chéri. Ta mère est très bouleversée, dit-il finalement. Elle s'inquiète pour Laura. Je suis sûr qu'elle l'est. Elle s'inquiète toujours pour Laura. Ce n'est pas, il s'arrêta, sembla reconsidérer. Nous parlerons de ça quand tout le monde sera calmé. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons résoudre ce soir. Non, approuvai-je. Ce n'est pas le cas. Il raccrocha sans dire au revoir. Je fixai mon téléphone, ressentant le mélange compliqué d'émotions qui vient quand on tient tête à ses parents. Revendication et culpabilité, force et incertitude, tout cela emmêlé dans un nœud que je ne pouvais pas défaire. Quand je suis rentré, l'immeuble était calme. Le garage résonnait de mes pas alors que je marchais vers l'ascenseur. Mon immeuble était vieux selon les normes de la ville, construit dans les années 1920 et rénové au début des années 2000. Quand je l'ai acheté, le rez-de-chaussée abritait une librairie en faillite, et les étages supérieurs avaient été divisés en appartements exigus et démodés. J'avais vu du potentiel là où d'autres ne voyaient que de la décrépitude. La rénovation avait pris 8 mois et nécessitait une gestion financière prudente. J'avais travaillé aux côtés des entrepreneurs, apprenant tout sur les murs porteurs, les systèmes électriques et les codes de plomberie. J'avais pris des décisions sur chaque détail. Les murs en briques apparentes, les planchers de bois franc d'origine remis à neuf pour retrouver leur gloire d'antan. L'éclairage de style industriel qui mettait en valeur la structure du bâtiment tout en ajoutant une fonctionnalité moderne. La librairie avait été complètement réimaginée. J'avais abattu des murs pour créer un espace ouvert et fluide. J'avais ajouté le café dans le coin arrière avec sa machine à expresso vintage et ses chaises dépareillées et confortables. J'avais créé une section pour enfants avec un coin lecture et des heures du compte régulières. J'avais installé des étagères du sol au plafond construites par un artisan local spécialisé dans le bois récupéré. Mon appartement au-dessus occupait tout le 2e étage. Ce qui était 4 unités séparées est devenu un loft vaste avec de hauts plafonds, des poutres apparentes d'origine et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière de 3 directions. J'avais gardé l'agencement ouvert à l'exception des 2 chambres et des salles de bain, créant un espace qui semblait à la fois immense et intime. Mes parents avaient visité exactement une fois peu après la fin des rénovations. Ils avaient traversé rapidement en faisant des observations polies, clairement mal à l'aise avec l'esthétique industrielle et l'emplacement. Ma mère avait froncé le nez au café en bas, inquiète que l'odeur du café ne s'infiltre dans mon appartement. Mon père avait remis en question la sagesse de vivre là où je travaillais, suggérant que cela rendrait impossible de vraiment se détendre. Laura n'avait pas visité du tout. Elle prétendait être trop occupée, son emploi du temps trop exigeant. Mais je connaissais la vraie raison. Mon loft, malgré tout son espace et son caractère, ne pouvait pas rivaliser avec le prestige de la tour Morrison. Il n'avait pas de portier ni de concierge. Il n'avait pas de salle de sport ni de piscine sur le toit. C'était juste un espace rénové au-dessus d'une librairie dans un quartier démodé, et cela ne valait pas son temps. Dans mon loft, je me versais un verre de vin et m'assis près de la fenêtre donnant sur la rue calme en contrebas. Mon espace n'était pas tape à accent grave-l'œil ou impressionnant selon les normes de ma famille, mais c'était le mien. Chaque livre sur les étagères, chaque meuble, chaque tableau au mur reflétait mes choix et mes goûts. Il n'y avait pas de mensonge ici, pas de faux semblants. Le lendemain matin, je me réveillais avec 47 appels manqués et d'innombrables SMS. Mon père voulait me rencontrer pour le petit déjeuner. Ma mère insistait pour que nous parlions immédiatement. Laura alternait entre rage et supplication, exigeant que je répare ce que j'avais brisé. Je ne répondis à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, je descendis à ma librairie et ouvris pour la journée. Les clients entraient tout au long de la journée, parcourant les rayons, demandant des recommandations, s'installant dans le café avec leurs ordinateurs portables et leurs lattes. C'était réel. C'était solide. C'était un succès qui ne nécessitait l'approbation de personne d'autre que la mienne.
Vers midi, James arriva. Il avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi. Je le rencontrai dans la section café, loin des autres clients. J'ai besoin de comprendre quelque chose, dit-il sans préambule. Est-ce que Laura savait dès le début qu'elle te louait l'appartement? Oui, dis-je honnêtement. Elle est venue me voir spécifiquement parce qu'elle savait que je possédais la propriété. Elle m'a demandé de ne le dire à personne, surtout à nos parents. Elle a dit que ce serait temporaire jusqu'à ce qu'elle puisse se permettre de l'acheter. James se frotta le visage avec les deux mains. Elle m'a dit que ses parents lui avaient prêté de l'argent pour l'apport. Elle m'a montré des documents, des papiers de clôture. Tout semblait légitime. C'était probablement des contrats de location légitimes, dis-je. Elle les a juste fait passer pour des documents hypothécaires. Il rit amèrement. Je dis à ma famille que nous sommes propriétaires. Mes parents sont venus Noël dernier. Ils étaient si impressionnés. Ils pensaient que nous avions vraiment réussi. Il fit une pause, me regardant avec confusion. Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour dire quelque chose? Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit, admis-je. Mais hier soir, en les écoutant me démolir tout en louant Laura pour quelque chose que j'avais réellement accompli. Je ne pouvais plus le supporter. Je suis fatigué d'être traité comme la ratée alors que j'ai réussi selon mes propres termes. James hocha lentement la tête. Je comprends. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as construit est impressionnant. Ces librairies, tes investissements, la façon dont tu t'es géré. Laura parle de toi comme si tu survivais à peine. Mais ce n'est clairement pas vrai. Ça n'a jamais été vrai, dis-je. Mais ça correspondait au récit qu'il voulait. Laura est celle qui réussit. Je suis la rêveuse créative qui n'a jamais tout à fait réussi. Sauf que j'ai réussi. Je l'ai juste fait discrètement. James partit peu après, disant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Je ne savais pas si lui et Laura survivraient à cette révélation. Leur mariage avait été construit en partie sur une image partagée de succès, et cette image s'était révélée n'être qu'un hologramme. Pendant 3 jours, j'ignorais les tentatives de ma famille pour me contacter. Puis, le 4e jour, mon père se présenta à la librairie. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, les rides autour de ses yeux plus profondes. Il demanda si nous pouvions parler en privé. Je le conduisis au petit bureau à l'arrière. Ta mère est dévastée, commença-t-il. Je ne m'excuse pas, dis-je avant qu'il ne puisse continuer. Je n'ai rien fait de mal. Laura vous a menti à tous pendant 4 ans. J'ai simplement dit la vérité. Il soupira lourdement. Je sais. Nous avons eu plusieurs conversations difficiles avec ta sœur. Elle a tout admis. Les mensonges, la tromperie, la façon dont elle a manipulé la situation pour maintenir les apparences. Il hésita. Et nous te devons des excuses. Les mots étaient clairement difficiles pour lui. Nous avons été injustes envers toi, pas seulement la semaine dernière, mais pendant des années. Nous avons mesuré ton succès par rapport aux réalisations de Laura sans reconnaître que tu construisais quelque chose de substantiel à ta manière. J'attendis, ne disant rien. J'ai examiné tes entreprises, continua-t-il. Vraiment examiné. Ton comptable est la fille d'un collègue. Je lui ai posé des questions sur toi professionnellement parlant. Elle m'a dit que tes 3 librairies génèrent des revenus importants. Elle a mentionné ton portefeuille immobilier, tes comptes d'investissement. Olivia, tu vaux plus que Laura et James réunis. Ce n'est pas une question d'argent, dis-je doucement. Je sais que c'est une question de respect, et nous avons échoué à te donner cela. Il regarda autour du bureau, absorbant le chaos organisé des listes d'inventaire et des calendriers d'événements d'auteurs. Tu as construit ça à partir de rien. Laura a eu tous les avantages que nous pouvions lui donner, et elle n'a toujours pas pu réussir sans mentir sur sa situation. Tu n'as rien demandé et tu as tout accompli. Les excuses semblaient étranges, inconfortables. J'avais passé tellement de temps à être la déception que je ne savais pas comment gérer le fait d'être vu comme une réussite par l'homme dont j'avais cessé de chercher l'approbation il y a des années. Où allons-nous à partir de là? Demandai-je. Je ne sais pas, admit mon père. Ta mère veut faire un dîner de famille, un vrai, où nous parlerons vraiment honnêtement. Laura a quelque chose à te dire. James a déménagé temporairement. Il reste chez son frère en attendant qu'il règle les choses. Je n'ai pas besoin que Laura dise quoi que ce soit, lui dis-je.
Ces excuses ne changeront pas ce qui s'est passé. Les mots qu'elle a dit, la façon dont elle m'a traité, tout ça est toujours réel. Tu as raison. Mais peut-être que nous devons tous commencer quelque part. Il se leva pour partir, puis se retourna. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Après son départ, je restais assise dans mon bureau pendant un long moment, fixant le mur. La revendication semblait différente de ce que j'avais imaginé. Moins satisfaisante, plus compliquée. J'avais prouvé mon point de vue, mais le coup était la façade soigneusement entretenue de ma famille qui volait en éclats. Ma mère appela ce soir-là. Sa voix était modérée, manquant de son ton impérieux habituel. « Viendras-tu dîner dimanche, s'il te plaît ? Juste la famille, pas d'ordre du jour, pas de drame. Nous devons parler. » Je vais y réfléchir, dis-je. Dimanche arriva avec un ciel gris et la promesse de pluie. Je faillis ne pas y aller, mais quelque chose me tirait vers la maison de mes parents. Un besoin de clôture ou de compréhension. À mon arrivée, l'atmosphère était feutrée. Pas de champagne, pas de célébration, juste nous 5 autour de la table de la cuisine au lieu de la salle à manger formelle. Laura avait l'air terrible. Ses yeux étaient bouffis, son apparence habituellement immaculée était négligée. James n'était pas là. Ma mère avait fait un roast-beef de la nourriture réconfortante au lieu des repas élaborés qu'elle préparait habituellement. « Merci d'être venu », dit ma mère alors que nous nous asseyions. Nous mangeâmes en silence pendant plusieurs minutes avant que Laura ne prenne finalement la parole. « Je suis désolée, dit-elle, la voix brisée. Je suis désolée d'avoir menti, d'avoir laissé tout le monde croire quelque chose qui n'était pas vrai. De t'avoir traité comme si tu étais moins que moi alors que tu étais en fait celle qui m'aidait. Pourquoi as-tu fait ça, demandai-je. Pourquoi ne pas être simplement honnête? Parce que je ne pouvais pas supporter d'échouer, admit-elle. Toute ma vie, j'ai été celle qui réussit, celle qui accomplit, celle qui fait tout bien. Quand je n'ai pas pu me permettre la tour Morrison, j'ai eu l'impression d'avoir échoué à être Laura. Alors j'ai menti. Et ensuite, j'ai dû continuer à mentir. Et ça a dégénéré. Mon père se racla la gorge. Nous vous avons mis trop de pression, à toutes les deux. Nous avons créé un environnement où le succès était mesuré par des critères étroits, diplôme de droit, poste en entreprise, immobilier coûteux. Nous n'avons pas valorisé les différents types de réussite. Vous nous avez appris que les apparences comptaient plus que la vérité, dis-je. Laura a bien appris cette leçon. Nous l'avons fait, reconnut ma mère, les larmes aux yeux. Et nous sommes désolés pour toutes les deux. La conversation s'étira dans la soirée. Nous parlâmes d'attente et de déception, des façons dont les familles peuvent se faire du mal, même avec de bonnes intentions. Laura admit qu'elle était jalouse de moi depuis des années, de la liberté que j'avais de poursuivre ce que j'aimais, alors qu'elle se sentait piégée par les attentes. Je pensais que tu l'avais facile, confessa-t-elle. Pas de pression, pas d'exigence. Mais tu construisais quelque chose de réel pendant que je construisais une illusion. Ce n'était pas facile, lui dis-je. Chaque dîner de famille où tu étais louangé, alors que j'étais prise en pitié, faisait mal. Chaque comparaison, chaque commentaire dédaigneux sur mes choix, tout cela faisait mal. Mais j'ai continué parce que je croyais en ce que je faisais. Laura hocha la tête, essuyant ses yeux. James et moi allons suivre une thérapie, individuelle et de couple. Il se sent trahi, c'est compréhensible. Je ne sais pas si nous allons surmonter ça. Et pour le Penthouse, demandai-je. Nous déménageons à la fin du mois. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à le louer, et rester là en sachant qu'il est à toi semble faux maintenant. Elle fit une pause. Vas-tu le louer à quelqu'un d'autre? Probablement. C'est un investissement solide. Un fantôme de son ancien sourire apparut. Bien sûr que ça l'est. Tu as toujours été plus intelligente avec l'argent que moi. Je le cachais juste mieux. La soirée se termina sans réconciliation dramatique ni embrassade joyeuse, mais il y avait une compréhension, une fondation pour quelque chose de plus honnête que ce que nous avions eu auparavant. Mes parents posèrent des questions sur mes librairies, écoutant réellement quand je parlais des événements d'auteurs à venir et des plans d'expansion. Laura posa des questions sur l'investissement immobilier, une véritable curiosité remplaçant sa condescendance habituelle. En rentrant chez moi, je réalisais qu'exposer la vérité avait été nécessaire, même si cela avait été douloureux. L'image de famille parfaite que mes parents avaient cultivée avait été toxique,
engendrant ressentiment et tromperie. Peut-être que sans elle, nous pourrions construire quelque chose de vrai. 3 mois plus tard, Laura et James se séparèrent officiellement. Elle emménagea dans un appartement modeste à Riverside, ironiquement à quelques pâtés de maison de mon loft. Nous commençâmes à nous voir pour prendre un café, parfois maladroitement au début, mais progressivement plus à l'aise. Elle avait quitté son cabinet sous haute pression et pris un poste avec de meilleurs horaires et moins de stress. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, mais aussi plus authentique. Mes parents m'invitaient à dîner tous les mois des repas décontractés où nous parlions de choses réelles au lieu de jouer la comédie les uns pour les autres. Mon père me demandait conseil sur des investissements. Ma mère commença à visiter mes librairies, lisant réellement les livres que je recommandais. Le Penthouse de la Tour Morrison a été loué à un jeune couple travaillant dans la technologie. Ils payaient à temps et prenaient grand soin de l'endroit. Je passais parfois devant l'immeuble la nuit, regardant les fenêtres éclairées, me rappelant le dîner où tout a changé. Ma vie ne semblait pas différente, vue de l'extérieur. Le même loft, les mêmes librairies, le même quartier calme. Mais intérieurement, tout avait changé. Je ne portais plus le poids d'être la déception. Je ne mesurais plus ma valeur par rapport aux réalisations de ma sœur. J'avais dit ma vérité, et bien qu'elle ait brisé des illusions, elle nous avait aussi tous libérés de vivre dans le mensonge. Le succès, avais-je appris, ne consistait pas à impressionner les autres ou à maintenir les apparences, il s'agissait de construire quelque chose de réel, quelque chose de solide, quelque chose qui pouvait résister à la vérité. Mes librairies étaient cela, mes propriétés étaient cela, et maintenant, lentement, mes relations familiales le devenaient aussi. L'histoire aurait pu se terminer par la revendication et l'isolement. Au lieu de cela, elle est devenue une histoire de reconstruction. La table était tombée dans le silence ce soir-là au Grand Oak, mais finalement, nous avions appris à remplir le silence avec des mots honnêtes au lieu de toast au champagne pour de fausses réussites. Et cela, j'ai découvert, valait plus que n'importe quelle pentouse.